Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Salut Dan, ça va bien? Salut boys. Salut Daniel, comment ça va? Ça va bien, vous autres même? Ça va, ça va. Ça, c'est quoi ce casquette-là, là? C'est une casquette golf là, sorcier à Gatineau. Je pensais que c'était le logo de vos équipes, les Mariners. Les Mariners. Ouais, c'est ça, les Mariners. J'aime bien le petit beurre en arrière. Moi, Daniel, je suis pas concentré sur ta casquette. Je suis concentré sur les belles bouteilles en arrière. Il y a du bon stock en arrière. En ce moment, tu te retrouves où, Daniel? Je suis à Philadelphie présentement. Ouais. Je suis en ville. On est déménagé en ville directement au centre-ville de Philadelphie. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est ici. Fait que c'est ça. Ma femme travaille en ville. Moi, mon bureau est dans les bureaux des Flyers, qui est aussi en ville, juste un peu à l'extérieur, mais c'est à 4-5 km de la maison, fait que ça se fait bien. Mais comment tu aimes ça, ce rôle-là, justement, là, dans les bureaux? Tu es un joueur de talent comme toi, qui après ta carrière, tu as la chance de te ramasser dans un bureau d'une organisation de la Ligue nationale. Comment tu vis ça? C'est le fun, mais c'est différent parce que c'est pas... Tu sais, quand on joue, on se dit toujours, on fait nos petits GM, on se dit, je pourrais faire ce rôle-là, on pourrait faire des échanges, on devrait aller chercher ce gars-là. On connaît tous les joueurs. Fait que je m'imaginais un peu me lancer dans ce côté-là une fois que j'ai terminé. Puis, quand j'ai pris ma retraite ma dernière année, Paul Holmgren, qui était il était le GM quand je jouais pour les Flyers, mais quand j'ai terminé après ma dernière saison au Colorado, il était maintenant le président de l'équipe. Okay. Fait qu'il m'a invité à le suivre un peu, qu'est-ce que ça comprenait, un président d'équipe. Fait que c'est un peu plus côté business, disons que je suis là avec les Flyers dans le moment. Fait que je passe beaucoup de temps avec les départements de finances, marketing, réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là? On travaille. Mais tu veux dire ton rôle côté business, c'est quoi que tu apportes à cette équipe-là, mettons? Ben, disons que présentement, c'est plus un rôle d'apprentissage. Okay. Puis ce que j'apprends avec les Flyers, j'ai la chance de le travailler parce que je suis aussi en charge de l'équipe des Mariners, qui est une équipe de la ECHL. Fait qu'à ce rôle-là de la ECHL, je suis en charge d'un peu de tout. Fait que c'est autant le côté business que le côté hockey. Fait que je suis aussi GM de l'équipe avec Riley Armstrong. Je ne sais pas si vous autres, vous avez joué avec Colby Armstrong. Colby, oui. Vous avez joué avec Colby. Fait que c'est son jeune frère, Riley Armstrong, qui est mon coach là-bas. Fait du super bon travail. Il va être un bon coach. Il va monter éventuellement. Fait que là, ça, c'est le fun parce que ce côté-là, je suis côté hockey. On recherche des joueurs, on bâtit notre équipe. Mais je suis aussi en charge de tout ce qu'il y a à faire côté business. Fait que c'est intéressant. Wow. Je ne sais pas éventuellement si je vais rester plus côté business ou côté hockey. Une fois que la saison va reprendre un peu plus normalement, je vais commencer à être plus impliqué avec les Flyers côté hockey. Côté développement des joueurs. Fait que ça aussi, je suis excité là, par ce rôle-là. Fait que j'ai différents rôles. Fait que c'est le fun, ça me garde occupé, puis ça me garde dans le monde du hockey. C'est quoi, tu penses, que Daniel Brière peut apporter, le point le plus gros que Daniel Brière peut apporter dans l'apprentissage d'un jeune qui veut rentrer en Ligue nationale? Écoute, tu sais, je l'ai pas... j'ai passé à travers... Tu sais, les gens, souvent... Je ne sais pas, peut-être moins au Québec parce que les gens connaissent plus leur hockey, mais ici, à Philadelphie, les gens m'arrêtent souvent et ils disent « Ah, tu as eu une belle carrière », ils se souviennent de Buffalo, ils se souviennent de Philadelphie, mais ils oublient les années que j'ai passées à Phoenix où j'ai été 4 ans à monter, à descendre entre les mineurs puis la Ligue nationale, passer au ballottage puis pas être réclamé. Tu sais, ça, là, quand il y a 29 autres équipes qui passent, qui te ramassent pas au ballottage. Disons que ça fait mal au cœur, puis c'est un bon wake-up call. Fait que de passer au travers de ça, puis c'est un peu cette expérience-là que je pense que je pourrais apporter aux jeunes joueurs des Flyers ou n'importe quelle organisation, pas juste les Flyers, n'importe quel jeune joueur qui se retrouve dans cette situation-là. Écoute, j'ai été un choix de première ronde qui a passé très près d'être un flop. Puis ça, on en voit beaucoup de joueurs comme ça là, qui passent
qui ne savent pas comment se retrouver un peu là, dans le monde du hockey parce que c'est pas facile. Fait que je pense que je pourrais aider là, de ce côté-là. Qu'est-ce que tu as changé justement quand tu as eu le wake-up call? J'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif. Puis je me souviens encore de mon premier meeting avec lui. Il me demandait c'est quoi qui cloche? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Puis là, je pars. Puis là, je me défoule. Le coach, il m'aime pas. Le GM, il me fait pas confiance. Les arbitres sont pourris quand j'embarque sur la glace. Les goalers font pas des arrêts quand je suis là. Et puis là, je me défoule bien comme il faut. Fait qu'il me laisse parler pendant une trentaine de minutes. Puis là, il m'arrête et il me dit tu réalises que dans tous tes commentaires, tu t'es pas regardé dans le miroir une fois. Tu blâmes tout le monde alentour de toi. Tu as des excuses pour tout. Et dit va-t'en à la maison, pense à ton affaire, puis si tu es prêt à travailler avec moi, puis à t'ouvrir l'esprit, puis à réaliser que tu es le problème, tu me rappelleras. Fait que là, je m'en vais à la maison, bougonneux, je chialais, là, c'était pas beau, hein? Je dis, il m'a pas écouté, il a rien compris de ce que je lui ai dit. Mais là, cette soirée-là, le cerveau m'a travaillé, le lendemain, la même chose. Ça a pris 2 jours, là, je l'ai rappelé. Puis, j'ai dit que j'étais prêt à accepter un peu de son expertise. Puis on a recommencé à travailler là-dessus. Puis, j'ai appris à reconnaître mes fautes et à réaliser que j'étais le problème. Puis là, quand je n'ai pas été ramassé au ballottage, ça a été comme le point tournant qui m'a fait réaliser que je devais changer un peu ma façon de jouer. Je devais être plus intense puis pas me fier juste à mon talent. Je devais amener quelque chose d'autre. Fait que c'est un peu ça là, qui a été le point tournant. Puis, le point tournant, puis il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé à travers tout ça. J'utilise ça comme point de départ, mais par la suite, là, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont aidé à regravir les échelons, puis à rebâtir un peu le joueur que je voulais devenir. Bien, justement, parce que les gens, on n'est pas au courant, là, on nous voit, ils nous voient comme des idoles un peu souvent, puis tu sais, c'est drôle ce que je vais dire, parce que moi, j'ai été très près d'Éric Brassard avec les Voltigeurs de Drummondville. Ouais. Puis mon frère, ça a été un joueur invité à 18 ans par les Coyotes de l'Arizona. Puis tu sais, Daniel, tu as vécu un début de carrière difficile, tu t'en parlais. Pourquoi c'est important? Parce que tu as donné un coup de fil à Derek, je me souviens, tu as parlé à Brass quand j'étais à Drummond avec, tu as parlé à mon frère pour le conseiller, souhaiter bonne chance. Pourquoi pour toi c'est important d'offrir cette opportunité-là qu'un gars de la NHL parle à un kid qui rentre? Mon frère, c'est un gars invité, là, tu t'en sacs. Au final, tu aurais pu dire c'est qui lui? Mais non, tu as pris le téléphone et tu y as parlé. Honnêtement, premièrement, qu'est-ce que ça t'apporte? Premièrement, entre Québécois, il y a quelque chose qui nous garde ensemble, qui nous tient, qui nous relie dans le fond. Puis je le sais. Puis c'est pas pour me plaindre du tout. J'ai été tellement chanceux dans ma carrière de jouer au hockey. On joue une game. On gagne notre vie à jouer une game. Puis c'est vraiment pas pour me plaindre, mais il y a beaucoup de pression. C'est pas facile. Il y a beaucoup d'attentes sur nos épaules. Puis je me dis, écoute, si je peux aider un jeune qui passe un peu à travers la même chose que moi, si ça peut l'aider, bien, tant mieux. Si je peux aider à enlever un peu de cette pression-là puis à lui faire réaliser que, regarde, c'est juste une game, amuse-toi, profite-en, bien, c'est un peu comme ça que je voyais ça. Puis, comme je disais plus tôt, le fait qu'on est Québécois, bien, ça nous rapproche, ça nous relie. Puis, c'est pas facile dans le monde du hockey, les Québécois, de faire notre place. Fait que si on peut s'entraider, ben c'est un gros plus, je pense. Est-ce que tu penses que cette adversité-là, justement, que tu as réussi à battre avec ton psychologue sportif, tout ça, tu t'es comme retrouvé, tu as trouvé t'étais qui dans la Ligue nationale de hockey? Est-ce que tu considères que c'est pour ça que tu es devenu on t'appelle le playoff performer? Là, quand la game est là puis il faut la gagner, tu performes. 116 points à 124 games de série, là, c'est quand même, il n'y a pas grand monde qui font ça. Là. Il m'a beaucoup aidé dans ce département-là aussi. Il m'a fait réaliser que c'était des petites techniques qui ont de l'air complètement anodines, mais quand tu les utilises, comme par exemple quand les shootouts ont commencé. Puis lui, il me disait, OK, il dit, c'est quoi ton pourcentage? Fait que je disais, ben les meilleurs joueurs sont alentour de 30 %. Il dit, bon, ben parfait. Ça veut dire que si tu en manques un, la prochaine fois, tes chances augmentent. Fait que c'est une façon complètement différente de penser parce que souvent, quand on rate
on se dit, Ça baisse, OK, là, tu commences à penser, puis tu te dis, OK, il ne faut pas que j'en manque un autre. Puis là, si tu en manques une deuxième, là, je ne peux pas en manquer une troisième parce que le coach, il ne va pas me renvoyer. Puis là, on se met des pensées négatives dans la tête. Fait que lui, il me changeait, puis il me disait, écoute, si tu manques une fois, tes chances augmentent. Si tu manques 2 fois, bien là, tu es quasiment garanti que tu vas scorer la 3e fois. Fait que c'était tout le temps de penser comme ça. Puis quand on arrivait en séries éliminatoires, il me faisait penser que à chaque fois qu'il y a un match, c'est toi qui es là pour être la différence. Fait que quand on arrivait dans les gros moments, les moments cruciaux d'un match, j'avais toujours dans la tête que c'était mon rôle de faire la différence. Fait que c'est moi j'étais là pour aller chercher le gros but. Puis vous le savez, je suis sûr que vous l'avez vécu. Non, Daniel, non. Je suis désolé. Max, on avait ce le gros but, je vais te laisser avec Guillaume. vous avez vécu des moments où le côté mental vous a sorti de certaines positions. Puis sûrement que vous savez ce que ça comprend quand on est fort mentalement, puis qu'on pense qu'on est fort mentalement, parce que je l'étais peut-être pas fort mentalement, mais dans ma tête, j'étais convaincu que je l'étais. Puis quand j'embarquais sur la glace à côté du gars qui était 6 pieds 3 à côté de moi, je me dis, OK, ben il est plus gros que moi, il est plus fort que moi, il est peut-être plus vite que moi, mais il est moins fort mentalement. Fait que moi, c'était dans ma tête, j'étais convaincu de ça, puis le psychologue sportif m'avait convaincu de ça. Puis ça n'a probablement rien à voir, mais j'étais convaincu de ça. Puis quand on a ces pensées positives-là, ben j'ai toujours pensé que ça aidait beaucoup. Mais justement, quand tu te dis j'ai pas été pris au balotage, oui, justement, en shootout, il faut que je vois le positif. C'est moi le go-to guy quand dans une situation importante. Puis là, tu signes un gros deal, puis tu deviens ce gars-là important. Comment est-ce que tu fais pour garder cette force-là mentale? Parce que là, oui, tu as beau te dire je suis fort mentalement, mais le style de heat, il est là sur tes épaules. Là. Oui, puis honnêtement, j'ai eu de la difficulté avec ça au début. Quand je suis arrivé à Philadelphie, ma première saison, ça a été assez rough de ce côté-là. Puis vous savez, la foule à Philadelphie, c'est très semblable à une foule canadienne. Beaucoup de demandes, connaissent leur hockey. Fait que oui, ça a été difficile, mais j'ai recommencé, j'ai retourné un peu aux bases, côté psychologue. J'ai rappelé mon psychologue sportif. On a travaillé là-dessus pour bâtir ce qu'on avait fait là, à mes débuts de carrière. On est retourné là-dedans à gratter les bobos puis à sortir les pensées négatives. Puis cette année-là, même si j'avais connu une saison très moyenne à ma première année à Philadelphie, les choses ont explosé en séries éliminatoires. Puis là, encore une fois, quand tu commences à y croire, quand tu te retrouves encore en séries éliminatoires l'année suivante, bien là, tu te dis, c'est juste naturel, c'est mon moment de l'année. Puis là, à ma 3e année, on était rendu en 2010, là, tu y crois, tu te dis, OK, c'est mon temps, je suis faite pour ça. Fait que ça, les pensées positives entrent en tête, puis ça peut t'amener loin. Fait que il y a beaucoup de ça. Je crois vraiment que c'était très psychologique, mon affaire. Cette année-là, à Philadelphie, c'est juste, je me rappelle pas de mémoire, mais c'est l'année avec Montréal, right? C'est ça qu'il y avait eu les négociations avec Montréal ou whatever? C'était 2008, ça. Est-ce que ça... 2007, ou en 2008, oui. Puis tu avais été à Philadelphie? Correct, oui. Est-ce que ça t'avait mis de la pression d'extra dans ta tête à toi de ne pas avoir été à Montréal puis de commencer à filer ou comment tu négociais ça dans ta tête? Écoute, au début, je me débattais juste pour expliquer aux gens au Québec que je n'avais pas choisi Philadelphie parce que j'haïssais Montréal, même si tout le monde pensait que j'haïssais Montréal. Non, j'avais choisi Philadelphie parce que je croyais en la direction de l'organisation. Je croyais en ce que Paul Holmgren m'avait vendu. Non, c'était pas difficile. Écoute, ma première game à Montréal était extrêmement difficile, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Mais c'était pas vraiment Montréal qui me retenait. C'était vraiment, comme tu as mentionné un peu plus tôt, le contrat sur tes épaules, que là, il faut que tu livres la marchandise. Quand tu signes un gros contrat comme ça, les gens vont être très, très impatients si les choses, là, si tu ne produis pas tout de suite en partant. Fait que c'est plus ça qui me chicotait dans la tête en début de saison. Non, le monde aussi, il ne réalise pas. Tu as beau faire 5-6 millions par année, tu as beau avoir le contrat de 8 ans. C'est humain. C'est humain.
Tu sais, le stress, la pression de dire, hey, toi, t'étais un gars qu'il fallait qu'il fasse des points. Hey, c'est pas facile. Tu te présentes dans une game contre les meilleurs au monde, puis ta job, c'est de faire des points, puis de faire gagner ton équipe. Puis en plus, tu as le salaire qui va avec. Tabarouette. Puis dans un marché comme Montréal, wow, ça doit être assez tough. Puis justement, on parle de Montréal, du Canadien, tout ça, puis on le sait, là, dans la relation que tu as eue avec Michel, puis tout ça. Puis là, tu te retrouves aujourd'hui à Philly, puis Michel est là. Ouais. Avez-vous pris un verre de vin, puis n'avez-vous parlé de ça? Oui, on s'est rencontrés à quelques reprises. J'ai eu la chance de discuter avec Michel ici et là de différentes anecdotes. Fait que, non, les choses sont correctes entre moi et Michel. Ouais. Ça a été difficile à Montréal. Lui aussi avait beaucoup de pression sur ses épaules comme entraîneur. Il devait livrer la marchandise. Fait il faisait ce qu'il avait à faire. J'étais pas toujours d'accord. Puis, malheureusement, les choses sont sorties un peu publiques. Quand j'étais là à Montréal, puis c'est sûr que par la suite, il y a mon livre qui est sorti. Ça n'a pas aidé. Je ne m'attendais pas à ce que ça sorte de cette façon-là au Québec. Mais écoute, je dois vivre avec ce que j'ai sorti. Puis je me disais d'un autre côté, écoute, si pour écrire un livre, je ne suis pas pour couper des passes non plus. Parce que sinon, je suis aussi bien de ne pas écrire un livre. Non, c'est ça. Mais j'ai adoré travailler avec Martin Leclerc. Il était incroyable comme écrivain. Mm-hmm. Mais entre moi et Michel, les choses sont correctes. De ce temps-ci, on s'en est parlé. On a mis les cartes sur table d'un bord comme de l'autre. Puis on est passé à d'autres choses. Puis je pense qu'une situation comme ça, pour un coach comme Michel, puis pour un gars comme toi, comme dirigeant ou gars qui s'en va dans le business, ça peut juste être du positif pareil. Tu sais, tu avais une carrière, tu as eu une grosse carrière, tu arrives à Montréal, tu es un joueur vedette dans la Ligue nationale, tu as Michel Therrien qui doit performer. Toi, de ton côté, ça ne va pas comme tu veux. Michel, ça ne va pas comme il veut avec son joueur qui est supposé de performer. Donc, je pense que des deux côtés, c'est une histoire négative, mais qui peut se virer positive. Ou ce qu'on se retrouve aujourd'hui en 2020. Oui, exact. Puis comme je disais, Michel devait gagner. On avait quand même une bonne équipe. Puis c'était difficile dans mon cas aussi parce que là, je commençais à retomber. Je n'étais plus un gars de première ligne. Ouais. Je n'étais plus un gars de deuxième ligne. Là, j'étais rendu troisième, quatrième ligne. Puis Michel devait trouver une façon de me trouver un spot dans l'alignement. Fait que c'était difficile dans son cas aussi. Ça, je le réalise, mais comme tu dis, ça n'aurait pas été bon pour personne si on avait laissé les choses continuer à rempirer entre lui et moi. Les deux, on est dans le monde du hockey. Les deux, on veut continuer à rester dans le monde du hockey. Fait que je pense que c'était la meilleure chose à faire, de s'asseoir et de s'en parler. Il ne coach pas les Flyers, est-ce que vous en parlez? Pardon? S'il ne coach pas les Flyers, est-ce que vous prenez une bière ensemble ou non? Bien, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on aurait eu la chance de se rencontrer. Probablement qu'éventuellement, on se serait rencontrés, peut-être pas aussi rapidement. Le fait qu'il a été engagé à Philadelphie, puis Chuck Fletcher était super correct aussi là-dedans parce qu'avant que ça sorte, vous le connaissez, Chuck. Moi, c'était mon GM avec le Wild. C'est un homme incroyable. Avant que ça sorte publiquement, il m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle puis me dire, écoute, Daniel, je sais que vous avez eu vos petits problèmes ensemble, mais je voulais t'avertir là, que Michel va devenir un de nos coachs. Fait que j'ai trouvé ça très, très respectueux là, de la part de Chuck Fletcher. De me laisser savoir. Puis ça m'a donné la chance de me préparer un peu là, avant que Michel arrive. Il a écrit ses points. Puis... ouais, mais non, on est bien correct, là, moi et Michel. Moi, je pense que dans le monde du hockey aussi, les gens règlent les problèmes assez rapidement. Là. Vous étiez, quand tu es sous pression et tu n'es plus sous pression, c'est pas les mêmes réactions non plus. Puis, c'est un bon point, ça, Max. Exactement. Tu rentres là-dedans, Dan? Juste un peu. Non, pas juste une question. Mais tu as raison, Max. Quand la pression retombe, c'est complètement différent. Surtout à Montréal, quand on est dans l'engrenage, dans cette pression-là. C'est difficile là, de tout évaluer les choses objectivement. Fait que ça a été plus facile ici là, à Philadelphie quand on s'est rencontrés. Puis, écoute, c'est drôle hein, parce que le coaching staff avec Alain Vigneault qui est québécois aussi, Yann Laperrière, disons que ça parle français, ça parle québécois très, très couramment dans l'entourage des Flyers. À Philadelphie, oui. Les Québécois ont pris contrôle. Oh, ouais, non, ça c'est sûr. Mais je regardais, Dan, ta
ta carrière, toutes tes stats, puis tu as des saisons 70 points, 60, 65 points, des choses comme ça, mais qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a un déclic? Parce que il y a des stages que tu atteins, un 60 points, un 70 points. Tu as eu une saison de 95 points. C'est pas juste le mental, à un moment donné. Là, tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe dans cette année-là où tu pognes 20 points de plus que l'année d'avant? C'est fou, là. T'as 5 points de 100 points dans la Ligue nationale. Mais il y a bien des choses d'après moi, qu'il faut que tombe en place pour des joueurs. Quand je me suis retrouvé à Buffalo, ça, on peut en parler un peu. Quand j'étais échangé de Phoenix à Buffalo, je me souviens encore, là, plusieurs de mes amis m'appelaient et me disaient « Mon Dieu, tu te retrouves avec la pire équipe défensive. » Parce que dans le temps, vous vous souvenez, en 99, quand les Sabres gagnaient leur match 1-0 ou 2-1 avec Dominik Hasek, j'ai été échangé en 2003, je crois. Dominik Hasek venait juste de partir, mais c'était encore Lindy Ruff qui était l'entraîneur. Puis là, c'était extrêmement défensif. Puis là, mes chums m'appelaient et me disaient hey, tu vas te retrouver dans une équipe, tu ne pourras pas jouer, ça va être juste défensif. Quand je suis arrivé à Buffalo, ça a été complètement le contraire. Lindy Ruff, il y a eu moi qui est arrivé. Il y avait Jean-Pierre Dumont qui était là, Chris Drury qui est arrivé, Derek Roy, Thomas Vanek, Max Affinagano. Fait que là, tout d'un coup, il se retrouvait avec une gang de joueurs offensifs. Fait que, puis Lindy Ruff, là, une des raisons pourquoi il était capable de coacher aussi longtemps dans la Ligue nationale, c'est son adaptation à ses équipes. Quand on est arrivé, puis c'était tous des joueurs offensifs, là, tout d'un coup, ils nous laissaient prendre des risques. Ils nous laissaient faire des revirements à la ligne bleue, puis ils nous disaient la seule chose que je vous demande, c'est de back-checker. Vous pouvez faire des revirements à la ligne bleue offensive, mais vous êtes mieux de revenir. Fait que, tu sais, il s'est ouvert l'esprit à ça. Puis là, c'est ça. L'équipe était très offensive. La complicité avec Jean-Pierre Dumont aussi a beaucoup aidé. Tu sais, je me retrouvais là avec un autre Québécois, puis les deux, on aimait ça jouer ensemble. Ça a beaucoup aidé. Ensuite, il y a eu Jason Pomainville, un autre Québécois incroyable. Puis, tu sais, un gars qui fait toutes les petites choses bien, qui est toujours en bonne position, que défensivement, il est solide. J'irais jusqu'à dire un des joueurs les plus sous-estimés, j'irais jusqu'à dire. Oui, exactement. De jouer avec Jason m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi. Fait que, tu sais, ça, quand tu retrouves là, des joueurs avec qui il y a cette complicité-là, ça aide beaucoup. Fait qu'il y a plusieurs éléments qui ont tombé en place qui m'ont aidé à, comme tu dis, ramasser 90 points plus. Je t'écoutais parler, Dan, puis ça m'a fait penser parce que, tu sais, quand on commence dans la Ligue nationale, là, on rentre. Moi, je sortais de mon camp à 19 ans. Là, le monde, Guy, c'était la folie. Le monde voulait que je fasse l'équipe. Là, je fais l'équipe. Maintenant, je me retrouve première game de l'année. On pogne les Sabres de Buffalo. Là, tu dis, on avait l'équipe Drury, Afinogenov, Palmer. Puis je suis allé chercher, gars, mon petit trophée first game contre les Sabres. Ben, wow! Puis je peux te dire que je me souviens de ce game-là parce que j'ai dit, Callis, c'est bien vite, ça. Mais t'as-tu déjà pas dit ça d'une game, toi? Ben, ouais, c'est ça. Non, mais c'est la première fois que je l'ai dit. Mais honnêtement, vous aviez vraiment une équipe impressionnante. Là. Vous étiez vraiment solide et tough à jouer contre. Oui, puis c'est la première fois que je jouais dans une équipe où on avait 3 lignes offensives, puis une quatrième ligne qui était très, très physique. Parce que d'habitude, tu vas avoir 2 lignes offensives, une ligne défensive, puis une quatrième ligne pour jouer physique. Nous autres, à Buffalo, c'est ça, c'était 3 lignes offensives. Écoute, Thomas Vanek a marqué 40 buts en jouant sa 3e ligne. C'est impressionnant là, quand tu y penses. Puis moi, Guy, j'ai une anecdote dans même. Là, tous ces joueurs-là qui viennent de mentionner, ils jouaient contre moi dans le temps que j'étais à Hamilton au début de saison, puis ils ont tous été rappelés après. À Rochester, tu avais Derek Roy, Vanek, Pomainville, ils étaient tous sur le même trio. Nous autres, on était là, hey boy, c'est fort la Ligue américaine, tu sais, à Hamilton, tu joues tout le temps contre eux autres, puis ça n'a pas pris 10 games, tout le monde était parti. Puis ils ont dit être Ryan fort Miller, avec... je pense qu'il était là aussi. Ryan Miller puis Carey Price ont été les 2 meilleurs gardiens avec qui j'ai eu la chance de jouer. Ouais. Ryan Miller, tu le mets aussi haut que ça? Ça me surprend, mais c'est... Puis, écoute, là, c'est sûr qu'on le voit, il a dégringolé, là, il n'est plus à ce niveau-là. Mais quand j'étais à Buffalo avec lui, là, s'il avait joué dans une équipe plus défensive, il aurait eu de meilleures stats. Mais on prenait tellement de chance, puis c'est lui qui nous sortait de la merde là, plus souvent qu'autre chose. Puis en plus, c'était le gardien de but. C'est le gardien de but le plus travaillant avec qui j'ai joué. Lui était là, sur la glace, avant tout le monde, à chaque entraînement.
il était là sur la glace après les entraînements. Martin Biron, qui était le backup. Quand la pratique finissait, Martin prenait une coupe de shots puis il s'en allait. Ryan Miller, il restait sur la glace. Il était le dernier à sortir de la glace. Il prenait des breakaways à pu finir après chaque entraînement. Écoute, c'est une raison pourquoi il était bon aussi. Là. Il travaillait extrêmement fort. C'était qui ton modèle à ta jeunesse, Daniel? C'était quel joueur tu voulais devenir dans la Ligue nationale de hockey? En grandissant, en regardant le Canadien, Mats Naslund, pour moi, a été un de mes joueurs préférés. Puis l'autre, je te dirais, c'était Pat Lafontaine. Ah oui. Ouais. J'aimais bien gros Pat Lafontaine, l'avoir joué. Puis ça aussi, les gars à Buffalo, les trainers savaient que j'adorais Pat Lafontaine. Fait qu'il y a un soir où ils ont retiré son chandail à Buffalo. Puis, comme j'étais capitaine, ils m'ont donné la chance de rencontrer Pat avant le match. Ils l'ont emmené dans une petite chambre en arrière. Fait que j'ai rencontré Pat Lafontaine. Fait que Pat, il me dit vous emmenez à Long Island dans 3 semaines. Il dit appelle-moi, j'aimerais ça que tu rencontres quelqu'un. Fait qu'on arrive à Long Island, je l'appelle, il dit écoute, mon fils, il joue ce soir, j'ai pas la chance d'aller souper, mais demain, après la game, on se rencontre, je vais descendre en bas, je veux que tu rencontres quelqu'un. OK. Fait qu'on joue le match. Après le match, je m'envoie une petite chambre en arrière avec Pat Lafontaine, puis il y a son gars qui s'appelle aussi Daniel. Fait que Pat regarde son fils, puis il dit à Dan, c'est qui ton joueur préféré dans la Ligue nationale? Fait qu'il me regarde, tout gêné. Daniel avait peut-être 12 ou 13 ans à ce moment-là. Fait qu'il dit, tout gêné, il dit You're my favorite player. Fait que là, quand il m'a dit ça, là, j'avais des frissons. Fait que là, je me retourne, puis je le regarde, puis je dis OK, je dis est-ce que tu sais qui était mon joueur préféré à moi? Fait qu'il me regarde, il dit non, j'ai aucune idée. Fait que je pointe à son père. Fait que le look qu'il a donné à son père, il s'est retourné puis il regardait son père en voulant dire Really? Ah ouais. Lui? Vraiment? Lui? Fait qu'il avait aucune idée que son père était un joueur aussi spécial. Fait que c'était cool. J'en ai encore des frissons quand j'en parle de ça, de dire que son fils était mon joueur préféré. J'étais son joueur préféré, puis lui, son père était mon joueur préféré. C'était assez spécial. Je ne sais pas l'âge de tes enfants, mais est-ce qu'ils ont eu la chance de te voir performer dans tes grosses années? Oui. Oui. Ça doit être le fun, pareil, quand ils comprennent, ça doit être vraiment trippant. Oui. Mes garçons ont maintenant 19, 21 et 22 ans. Fait que les 3 sont au collège. Mais oui, ils m'ont vu jouer mes grosses années à Philadelphie. L'année en 2010, quand on a battu le Canadien, puis on avait le trophée gagnant de la conférence. Je faisais des entrevues sur la glace. Puis quand je suis rentré dans la chambre après, mes 3 garçons étaient assis alentour du trophée, puis c'est les autres qui prenaient des photos. Parce que les joueurs ne veulent pas toucher au trophée, ils prennent une couple de photos, mais ils ne touchent pas. Mes 3 garçons étaient accrochés après le trophée, puis ça se promenait partout avec le trophée. Ils pensaient que c'était ça la Coupe Stanley, hein? Ben, c'était leur Coupe Stanley, exactement. Mais ils ont grandi. Moi, j'ai passé à travers une séparation en 2010, cette année-là, à Philadelphie. Fait que les garçons, dans le temps, avaient 10, 12 et 13 ans. Puis, ils venaient au match. Ils venaient à tous les matchs. Fait que moi, je les ramassais à l'école à 4 heures. On allait au match, puis là, ils faisaient leurs devoirs. Puis là, je disais à notre directeur des relations publiques d'avertir tout le monde dans l'aréna, toutes les ushers, les avertir de garder un œil sur mes garçons. Fait que les garçons ont compris très, très vite qu'ils pouvaient aller n'importe où ils voulaient, puis ils se promenaient partout dans l'aréna, puis il n'y a personne qui les arrêtait, puis ils les surveillaient, dans le fond. Puis ils ont compris qu'il fallait aller dans toutes les suites, se faire rentrer dans une suite, ils regardaient s'il y avait du monde qu'ils connaissaient ou des amis, ils se promenaient. Fait que se sont fait bien des amis comme ça. C'était leur 2e maison, dans le fond. Mais il y a un soir, j'étais assis sur le banc, puis les Flyers annoncent sur le Jumbotron, ils disent « Bernie Parent a invité Wayne Gretzky au match ce soir. » Puis là, la caméra, elle zoom. Il y avait Bernie Parent, Wayne Gretzky, puis assis entre les deux était mon Donc, c'est assez spécial d'être assis sur le banc et de regarder ça, assis entre les deux anciennes vedettes de la Ligue nationale, des plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue nationale. Fait qu'ils se promenaient partout. C'était leur 2e maison. Pendant plusieurs années, eux autres, le Wells Fargo à Philadelphie, là, c'était
Il se promenait partout où il voulait. Le maudit It's the Pico Power Play. Là, tu savais qu'il y avait un but. T'as dit, j'embarquerai pas tout de suite. C'est une bonne anecdote. J'aime ça entendre ça. Puis qu'est-ce que le feeling, là, si tu regardes en arrière, tu nous parlais du jour où tu as rencontré ton psychologue sportif, jusqu'à temps, mettons, que tu as été capitaine d'une équipe de la Ligue nationale. Si tu regardes en arrière, à quel point tu as grandi comme joueur, comme humain, tu dois être fier pareil. Oui, je suis pas très, très bon à regarder en arrière puis à peut-être apprécier ce qui s'est passé. Je suis plus une personne qui regarde toujours vers l'avant. Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi la prochaine étape? Mais c'est sûr que c'est spécial. Des fois, là, tu prends une couple de secondes pour regarder ce que tu as été capable de faire. Pour plusieurs Québécois, c'est notre rêve de jouer dans la Ligue nationale. Ouais. J'allais me coucher quand j'étais jeune, puis je pensais à marquer un but en séries éliminatoires, en prolongation. C'était mon gros rêve. Fait que, on veut tous un jour jouer dans la Ligue nationale. On n'est pas beaucoup qui a la chance de l'atteindre. Fait que juste ça, là, c'est quelque chose d'assez spécial. Puis justement, avec tous les gars que tu as joués, il doit en avoir eu des comiques puis des tannants. Y a-tu des petites histoires de prank ou d'histoires que tu fais comme il n'a pas fait ça, il est maudit malade ou. Il y en a plusieurs, comme vous savez, qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas expliquer. Mais une des bonnes qui me vient, puis j'aime ça la raconter, celle-là, c'est vraiment une bonne. J'étais à Phoenix à mes débuts. Fait que, j'étais assez calme, j'étais tranquille, je ne disais pas grand mot dans ce temps-là. Il y a un matin, Todd Simpson. Connaissez-vous Todd Simpson? Avez-vous joué avec lui? Le gros défenseur, ça? Oui. J'ai une anecdote. Celui qui a joué à Montréal? Oui, il a joué à Montréal J'ai une bonne anecdote sur lui. Lui, là, c'était un des plus grands farceurs dans l'histoire nationale. Fait qu'un matin, il ne pratiquait pas, il était blessé. Mais il est arrivé là de bonne heure, puis il a mis de la poudre, tu sais, la poudre mauve pour attraper les voleurs, ceux qui volent de l'argent dans les banques. Okay, c'est de la poudre mauve que tu ne vois pas. Tu ne vois pas, mais green light. Quand tu as chaud ou quand il y a de la chaleur, ça devient comme de l'encre, mais ça ne s'efface pas. Fait que lui, il en a mis dans tous les gants de tous les joueurs, à part Shane Doan. Fait que tous les joueurs, au début, tu mets tes gants, tu embarques sur la glace, personne ne réalise. Fait que là, ça fait à peu près 10 minutes qu'on pratique. Puis on arrive au tableau, puis les gars enlèvent leurs gants pour attacher leur casse ou prendre une gorgée d'eau, puis tout le monde a les mains mauves. Fait que là, les gars commencent à capoter. Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on finit la pratique, puis on retourne dans la chambre après. Mais là, ces petites particules-là, ça se promène partout dans la chambre. Mais là, tout le monde est mauve. Au point où Claude Lemieux en avait partout sur le corps. Là, il y en avait sur le chest, ses jambes, partout. Puis je me souviens, Claude Lemieux, il a perdu la tête. Mais là, tout le monde pensait que c'était Shane Doan qui avait fait ça parce qu'il était le seul qui en avait pas. Puis là, lui, il trouvait ça drôle parce que lui, il en avait pas. Mais là, les gars se sont retournés contre lui. Fait que là, je me souviens, Claude Lemieux, là, perdre la tête, crier après Shane Doan parce qu'il était pour ruiner tout son linge, ruiner sa maison. C'était le drame. C'était le drame total. Mais le pire, c'était que là, les soigneurs, eux autres, là, les soigneurs commençaient à avoir peur parce que là, tout l'équipement était ruiné. Parce que cette poudre-là, ça ne s'efface pas. Fait que là, les chandails, les gants, les bas, les culottes des joueurs, tout est ruiné. Fait que là, le budget des soigneurs était pour exploser. Fait que le lendemain matin, les soigneurs sont venus nous faire une présentation pour nous expliquer combien d'argent qu'ils perdaient à travers tout ça. Fait que tout ce qu'ils demandaient, c'est que un jour, le joueur en question qui avait fait ce prank-là vienne leur déposer le chèque pour remplacer là, cet argent-là que les soigneurs, parce que là, l'équipe leur avait fait peur aux soigneurs en leur disant qu'ils étaient pour être obligés de payer ça. Fait que là, ils ont demandé aux joueurs qui avait fait le prank de venir rembourser. Ils n'étaient pas pour dévoiler le nom, mais de juste venir donner un chèque pour payer un peu tout l'équipement qui avait été ruiné. Fait que j'ai appris la saison suivante que finalement, c'était Todd Simpson qui avait fait ce prank. C'était écœurant, ça. C'est la meilleure prank que j'ai entendu, ça. Fait que c'était assez spécial, ouais. Il devait regretter, par exemple. Oui. On a eu la chance, je l'ai rencontré peut-être 3 ou 4 ans après ça.
Puis, il avouait que le prank avait vraiment été plus loin qu'il pensait. Il pensait jamais que c'était pour se rendre à ce point-là. T'as-tu su combien ça y a coûté? Ou? Il m'a dit que c'était dans les alentours de 15 000 $. Ouf! Puis dans ce temps-là, écoute, c'est pas comme s'il faisait des millions, là, Todd Simpson. Fait cher de la joke, de la ça. bonne argent, mais quand Fait que là, même. Daniel, tu es en train de me dire que c'est pour ça qu'il m'a donné une volée à Montréal quand il est arrivé. C'était quoi l'histoire avec lui? Je vais raconter parce qu'il était avec nous autres, avec les Black Aces. Il pratiquait avec les jeunes des gars de la Ligue américaine. Puis, première pratique, il a reçu un bâton élevé, il s'est coupé le nez, tu sais. Puis là, il nous avait averti, les jeunes, il a dit là, s'il y en a un autre qui me pogne dans la face, je donne une volée. Comme de fait, le lendemain, je m'en vais un contre un, je sors du coin, je tombe, le bâton dans l'œil. Drop ses gants, écoute ça. Il commence à me frapper, puis là, moi, je suis là, c'est série, je peux pas distraire l'organisation du Canadien, le petit joueur de 4e trio de la Ligue américaine. Là, je me mets les mains, puis je suis là, je mange les punches, tau. Puis là, je shake du nez, je suis fendu ici, puis là, lui, il s'en va ramasser ses gants. Moi, je prends les miens, puis je donne une tape sur la pad, comme en voulant dire, je m'excuse, le gros, c'est pas de ma faute, mais lui, il pense que je le slash. Il se revient, il redroppe ses gants, il droppe le bâton, puis il commence à marcher. Hey, c'était incroyable. Puis là, on s'en va, il était fâché, puis on se ramasse que les deux, on a le call. Je pense que c'était en Caroline, on s'en va les deux en Caroline, on est roommates. Là, il lit son journal sur le petit bureau dans la chambre d'hôtel, puis là, un moment donné, il se revient, il part à rire, il dit « Excuse-moi, j'ai complètement pété les plombs, puis moi, dans ce temps-là, OK, pas de problème, monsieur. » J'étais gêné, je savais pas quoi dire, c'était drôle. C'est tellement un bon gars, mais je peux le voir, il perdait la tête assez régulièrement. Bon, il pétait les puis plombs. il était tough en plus. Très gros, très gros. Daniel, tu te souviens-tu de ton party de recrue? Du mien, oui. C'était où? C'était quoi? C'était à Calgary. C'était pas rien de fou. C'était à Calgary. Fait que déjà là, c'est moins pire que si tu te retrouves à New York ou Miami ou Los Angeles. Comme moi, puis Guillaume, maintenant. À New York, nous autres. OK, ouais, ça, c'est rough. Fait que ça avait été en contrôle. Je pense que ça m'avait coûté quelque chose comme 6 000 $, qui est quand même raisonnable quand tu entends parler des montants d'aujourd'hui. Il y en a qui, les gars nous avaient fait chanter l'hymne national en avant de tout le monde dans le restaurant. Ils avaient amené des tricycles. On faisait des courses de tricycles dans le restaurant à travers tout le monde. Peut-être qu'il n'y avait pas d'iPhone dans ce temps-là. Non, heureusement, c'est ça. Il y avait rien de ça. Mais je me souviens, le lendemain à l'entraînement, écoute, j'avais de la misère à patiner. Puis notre entraîneur était Jim Schoenfeld, un vieux de la vieille. Écoute, il avait vécu ça lui aussi, il savait très, très bien. Il me ramasse après la pratique, puis il commence à me donner de la merde parce que je n'avais pas bien pratiqué. Puis, je me roulais les yeux en voulant dire, voyons donc, tu sais ce qui est arrivé hier, on ne joue pas pour un autre 3 jours. Je pense qu'il voulait juste m'envoyer un message que faut que tu sois capable de contrôler ton alcool. Tu veux boire, c'est correct, mais fait que, heureusement, je n'étais pas un gros buveux, là, mais j'avais trouvé ça ordinaire un peu comme. On voit des joueurs, là, je pense à Jean-Gabriel Pajot, d'Éric Brassard dans les derniers mois qui ont investi dans des équipes, les Olympiques de Gatineau. Est-ce que c'est quelque chose un jour qui t'intéresserait de devenir actionnaire ou je pense que tu n'es pas partenaire à l'Armada ou quelque chose comme ça? Hein? C'est quoi ton implication avec eux autres? C'est juste comme investisseur. J'ai eu la chance dans les années passées d'aller passer un peu de temps. Mon année à Montréal, j'y allais un peu plus régulièrement. Je suis allé voir 4-5 matchs de l'Armada. Je suis quand même de très, très près. Mon meilleur ami est dépisteur pour eux autres aussi. Okay. Fait que j'ai la chance de me tenir au courant de ce qui se passe avec l'Armada. Joël Bouchard, qui est un bon ami aussi. Yann Laperrière, Jean-Sébastien Giguère, on est tous là-dedans comme investisseurs. Fait que j'adore ça. Ça me donne la chance de suivre un peu ce qui se passe au Québec puis dans la Ligue junior majeure du Québec. Tu dois être... Dernière question. Croyez-vous... Tu sais, je regardais les Flyers aujourd'hui. Je vais te poser une question là-dessus. J'ai pas le choix. Là. Honnêtement, je regardais jouer. Je regardais le trio de Kevin Hayes, Lawton. Tu regardes Giroux, Voracek qui jouent ensemble. S'il y a un line-up qui peut surprendre dans les prochaines années puis gagner une Coupe Stanley, puis je regarde le staff que vous avez, tabarouette que cette équipe-là, il faut commencer à penser que dans les 2-3 prochaines années, les Flyers vont être pas loin. Là.
Oui, bien, premièrement, Cette écoute, année, là. avez-vous eu Alain Vigneault comme entraîneur? Ben, c'est le père à Max. Oui, c'est son père. C'est son père. Il a eu Dans la junior. Ligue nationale, Il a eu dans la Ligue nationale 2 fois. Ah non. Moi, j'ai eu Mike Yo, moi. OK, tu as eu Mike. Écoute, Mike. le groupe d'entraîneurs que les Flyers ont, premièrement, a fait une grosse différence cette année. Écoute, Alain est rentré là, puis il a mis les points CI, les barres CT. Il n'y a plus d'ambiguïté. C'est un peu ça qui était le problème les dernières années avec les Flyers. Max, si tu le connais bien, tu sais comment ce qui est organisé. Les joueurs ne se posent pas de questions. Ils savent exactement leur rôle. C'est ça, d'après moi, qui a fait une grosse différence. Mais tu as raison, c'est sûr que l'équipe, là, la grosse ligne n'a même pas commencé à scorer encore là, en série. Là, c'est le deuxième et troisième trio qui ont fait la différence. Mais c'est ça, quand tu as un Kevin Hayes comme centre sur le deuxième trio, tu peux jouer, que ce soit Couturier ou Kevin Hayes, ils peuvent jouer contre n'importe qui. Si tu affrontes les Pingouins, tu peux facilement matcher contre Crosby puis Malkin. Puis il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ce luxe-là, d'être capable de les matcher. Mais un côté qui me surprend le plus, où les Flyers sont probablement en meilleure position qu'ils n'ont jamais été dans l'histoire de la franchise, c'est à la défensive puis dans les filets, dans le filet. Carter Hart est vraiment impressionnant. Les gens parlent d'un genre d'un mini Carey Price, un peu comme ça, là, qui se contrôle. Mais à la défensive, oui, il y avait toujours un gros défenseur dans l'histoire des Flyers. Que ce soit Mark Howe dans le temps, on a eu ensuite Éric Desjardins, quand c'était Chris Pronger, Kimmo Timonen. Mais là, tu regardes la défensive des Flyers, Provorov, premièrement, est incroyable. Je ne sais pas si vous avez eu la chance. Il est pesant aussi. C'est débile. Et il peut tout faire. Les gens ne le connaissent pas beaucoup, mais c'est tout un défenseur. C'est même un Mannheim, là, il est tabarouette, il est solide. Ben c'est ça. Fait que là, tu as Provorov avec Niskanen. Niskanen vient solidifier la première paire. Puis là, l'éclosion de Sanheim puis Myers comme deuxième paire, c'est ça qui fait la différence présentement. Parce que là, les Flyers n'ont jamais vraiment eu une grosse deuxième paire comme sont en train de développer là, avec ces deux joueurs-là. Puis là, tu as aussi Gostisbehere qui ne joue même pas. C'est fou, là. Qui peut contrôler un power play. Fait qu'ils sont vraiment en bonne position. Puis c'est tous des jeunes joueurs. À part Niskanen, c'est tous des jeunes joueurs. C'est ça, ils ont tous 25 ans et moins. Fait que la défensive des Flyers, incluant gardien de but, là, pour les prochaines années, ça parce que le corps, quand on regarde des Couturier ou des plus Claude ou Voracek, ça commence quand même, il leur reste un 5-6 ans peut-être dans la Ligue nationale. Ils tombent dans le deuxième step de leur carrière quand même. Oui, bien, écoute, Sean Couturier est encore jeune. Sean est à 24-25 ans. Mais dans le cas de Giroux puis Voracek, écoute, il arrive à la trentaine. C'est sûr qu'à un moment donné, mais là, tu vois des jeunes comme Konechny cette année, qui était déjà rendu à 25 buts. Puis là, tu as des jeunes comme Farabee, Frost, qui éventuellement vont... Ils espèrent, on ne sait pas. Les choses peuvent tout le temps changer vite fait. Mais ils espèrent que des gars comme Farabee, Frost, Konechny, éventuellement, là, vont devenir ces joueurs-là pour remplacer les Giroux et Voracek. Est-ce que j'ai eu des problèmes de commotion. Est-ce qu'un gars comme Nolan Patrick, ça commence à être inquiétant, tu veux? Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Il n'a pas joué de l'année. Là, ça fait plus qu'un an qu'il n'a pas joué, puis ça ne regarde pas bien. Il n'est même pas alentour de l'équipe présentement. Il est retourné chez lui à Winnipeg. Puis ça, c'est un gros morceau, parce qu'un choix deuxième overall. Puis tu regardes les joueurs qui ont sorti, troisième, quatrième et cinquième cette année-là, c'est Cale Makar au Colorado, Elias Peterson à Vancouver. Puis Heiskanen à Dallas, le petit défenseur. Il est bon en tabarouette lui aussi. Fait que ça fait mal quand ça serait un gros morceau que les Flyers pourraient utiliser. Tu rajoutes un Makar défensif, comme vous savez, en ce moment. Aïe aïe. Ça change les choses. Ouais, non, c'était carré. Hey Daniel, merci. Infiniment. Je pense qu'on aurait pu te parler pendant 6 heures. J'ai dit, ça va être 15-20 minutes, Dan. On est rendu, je pense, à 45 minutes. On s'excuse. Ben non, pas du tout. J'adore parler de hockey, puis avec des Québécois, c'est toujours le fun. Merci beaucoup d'être venu, Dan. Tu es officiellement certifié la poche bleue. Ton premier temps de la renommée en poche bleue. On espère te revoir un jour, bien évidemment, parce que tu es intéressant, puis le monde t'adore sur le chat. Le monde écrit des le monde sont bien gros. Ben, merci bien gros, les boys. Faites-moi un signe.
Ah oui? On va te faire signe bon. Ah, ben, tu reviens, c'est sûr. Bonne chance dans Salut, Dan. Thank you, man. Bye-bye. Bye-bye. Bye.